Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Trinque ou tais-toi, un podcast qui met en avant des personnes qui font la France, agriculteurs, artisans, boulangers, bouchers, ceux qui transforment. Moi c'est Adam et je suis passionné de terroir et de tradition, c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne pour mettre en avant des métiers trop peu connus ou méconnus. Et aujourd'hui je suis avec Stéphane Ortega qui vit avec ses abeilles. Bonjour. Il est apiculteur. Bonjour. À côté de Bordeaux. Et aujourd'hui on va trinquer et on va t'écouter. Merci. Pour commencer, peux-tu te présenter? Qui es-tu? Alors attends, avant juste, je voudrais te dire, en fait, Trinque et tais-toi, j'ai regardé aussi, en fait, trinquer au niveau figuré, c'est aussi avoir des désagréments. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que j'ai pas mal trinqué dans ma vie personnelle et puis dans ma vie professionnelle également, voilà. Donc pour me présenter, je suis apiculteur de métier depuis une trentaine d'années. Ok. Voilà. Donc j'ai un parcours un peu atypique, un parcours qui est presque chaotique même. J'ai fait des études techniques au départ, une réorientation. Et en fait, je me suis après orienté vers le commerce. J'étais directeur de magasin en Touraine. Enfin, je suis natif d'ici, mais je suis monté en Touraine pour le travail. Et donc, je suis devenu directeur de magasin. J'ai après lancé une petite boîte où j'ai fait des pizzas emportées. Ok, rien à voir avec l'apiculture. Rien à voir. Rien à voir. Et donc j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et ensuite, j'ai loué une petite maison et il y avait un voisin qui est venu nous accueillir, qui était retraité du monde agricole et qui m'a enseigné les rudiments du jardinage en biodynamie. Et il avait quelques ruches. Et il voulait absolument me vendre une ruche, donc j'ai acheté ma première ruche. Il sentait en toi qu'il y avait quelque chose... Oui, j'allais l'aider au départ, et puis en fait, on a sympathisé, et on est devenus amis, et il sentait vraiment qu'il y avait quelque chose. Et en fait, quand je suis tombé devant une ruche et que j'ai vu les abeilles... sortir, rentrer, les parfums que ça... En fait, il y a eu vraiment comme... tu t'es attaché directement, quoi. Ouais, ça a été vraiment un coup de foudre, quoi. Et en fait, je pensais à m'installer carrément apiculteur dès le départ, quoi. Donc j'ai acheté ma première ruche et puis après j'ai évolué, quoi. Et j'ai commencé en fait avec une approche biodynamique parce qu'il était passionné de tout ce qui était nature. Ouais, voilà. Donc j'ai commencé avec cette approche et après j'ai cheminé avec par la suite. Ok. Voilà. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu te souviens de ton premier pot de miel que tu as fait? De mon premier pot, alors je me rappelle de la première miellerie que j'ai faite. C'était dans le fond de mon garage. Je m'étais bricolé un extracteur, mais mon premier pot, non, je ne me rappelle pas du premier pot qui a coulé. Parce que là, ça fait combien d'années que tu exerces ce métier? J'ai commencé donc en 1994. Ok. Donc c'était vraiment le démarrage avec une ruche. Voilà. Et puis après je suis passé à 3 ruches. En fait j'ai acheté ma première ruche en décembre, je crois, 94, novembre ou décembre 94. Et après, alors la ruche c'est que le bois. D'accord. En fait, j'ai acheté une colonie. J'ai acheté la ruche plus la colonie. La colonie, c'est les abeilles qui sont dedans avec les cires et tout ça. Ok. Et donc, je suis passé très rapidement à 3 ruches au début de l'année suivante, en 95. Et dans le courant de l'année, je suis monté à 15 ruches. L'année suivante, je suis passé à 75 ruches. J'ai été chercher à cette époque-là. J'avais rencontré des gens qui me ventilaient des essaims à aller chercher.
Et donc, j'ai pu monter très rapidement. Et le besoin de suivre des cours a été important à ce moment-là. Donc, je suis parti à Vesoul. Il n'y avait que 3 écoles en France à l'époque. Il y avait Arras, Hyères et Vesoul. Okay. Et moi, j'étais au centre. J'étais implanté en Touraine. Et tu as dû choisir une des 3 écoles. Voilà, j'ai choisi Vesoul. Et donc, en fait, pendant 2 ans, j'ai passé ce qu'on appelle un BPREA, un brevet professionnel de responsable d'exploitation apicole, qui est un équivalent du BTA, où en fait, tu as un enseignement lié à la productivité et à la biologie de l'abeille, la génétique, la compta, etc. Enfin, okay. Voilà, tu apprends à gérer une entreprise, ouais, c'est très complet. Et je me suis donc installé en 99 en tant que professionnel, donc en Touraine, avec 200 ruches. Donc j'ai contracté des emprunts et l'année suivante, j'ai acheté une maison en Touraine, une longère. Et j'ai développé un circuit commercial. Donc je faisais les marchés et je partais en tournée un petit peu partout en France, jusqu'à Dijon, je redescendais jusqu'à Biarritz, je repartais jusqu'à Menton, tu vois, enfin c'était, je faisais toute la côte, Nice, Perpignan, Nice, ouais, tu bougeais tout beaucoup, ça. Et j'avais 200 magasins qui revendaient mes produits en France, c'était des petits magasins à l'époque. C'était des fromagers, des primeurs, des torréfacteurs, des cavistes, tu vois. Enfin, voilà, il y avait tout un tas de petits magasins. Donc pas de grande surface. Non, sauf les Lafayette Gourmet sur Paris. Okay. J'étais rentré au Lafayette Gourmet sur Paris, donc j'ai travaillé avec eux pendant quelques années. Et puis après, ils ont changé leur équipe. Et en fait, il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que, voilà, j'ai changé de voie. Okay. Et voilà, donc j'avais 200 magasins qui revendaient mes produits et en fait, suite à des problèmes familiaux, j'ai dû rentrer sur Bordeaux et j'en ai profité pour remettre mes abeilles en milieu sauvage, loin de toute culture, parce que en fait, c'était l'époque du scandale du Gaucho. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Non. C'est des pesticides, si tu veux, qui atteignent le système nerveux des abeilles. Et donc il y a des effondrements. Des ravages. Voilà, ça faisait pas mal de ravages et ça en fait toujours d'ailleurs. Et j'avais également des soucis avec la viticulture. Alors, en fait, les abeilles vont pas sur les fleurs de vigne parce que en fait, c'est une plante qui est pollinisée par le vent. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais par contre, elles allaient chercher la rosée du matin sur les feuilles de vigne. Et quand le viticulteur faisait les traitements la veille, forcément, ça restait sur la plante. Ouais, ça restait sur la plante et les abeilles ramenaient la rosée à la ruche, à la colonie. Et je me retrouvais avec des flaques d'abeilles mortes devant mes ruches. Enfin, c'était l'hécatombe, quoi. Donc tu es venu à Bordeaux en revenant sur Bordeaux, je me suis dit que je remettrais mes abeilles en milieu sauvage, loin de toute culture. Et en fait, j'ai pris une autre direction. Okay. En même temps, le côté commercial, ça me dérangeait, en fait, d'être trop dans la vente. Ça m'allait pas trop. Je préférais vraiment comprendre la colonie et puis essayer de comprendre aussi les plantes, l'environnement, etc. Et donc j'ai pris à partir de ce moment-là, à partir de 2003, quand je suis rentré, une autre direction. Et donc du coup, je me permets de te couper, mais en faisant du coup les recherches pour aujourd'hui, j'ai pu voir que dans les années 2000, du coup, à côté de l'apiculture, tu avais fait les beaux-arts. Ah oui, alors donc en fait, là, c'est lié. L'apiculture et les beaux-arts sont liés parce que en 2003, quand je suis rentré, il y a eu une canicule. Et donc, en fait, on ne s'en rappelle pas, mais il y a eu 15 000 morts en France.
15 000 morts, c'est beaucoup. Et en fait, il y a eu également beaucoup d'éleveurs de bétail qui ont perdu des animaux, dont les apiculteurs également. Puisqu'en fait, il faisait tellement chaud que les cires dans les ruches fondaient. Et donc, le miel s'écoulait et engluait les abeilles. Donc, en fait, c'est leur corps qui vraiment se décomposait, quoi. Okay. Et donc, j'ai perdu à cette époque 90% de mon cheptel. Ah oui. Je suis passé de 200 ruches à 28 ruches. Donc, ça a été catastrophique. Et donc, sur 2003-2004, il y a eu une autre canicule également. Donc, en fait, je me suis retrouvé à devoir vivre sur mes stocks. Et au final, en fait, j'avais plus de production, donc j'ai perdu mes revendeurs. Et donc, finalement, j'avais que du temps. C'était tout ce qui me restait, du temps. Et donc ça a été une période assez difficile de ma vie où je me suis retrouvé à vivre dans les bois, dans une petite caravane, sans eau, okay. Sans électricité, sans chauffage. Ça a été vraiment difficile. Et je me suis dit, pourquoi pas renouer avec un rêve d'enfant, parce que enfant, je passais mon temps à dessiner. D'ailleurs, j'ai eu une petite expérience de dessinateur humoristique quand j'étais ado, où je travaillais pour l'ONICEP, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Et il y a un petit fascicule qui avait paru en 50 000 exemplaires dans toute la Gironde, parce que, comme je t'ai dit, je suis natif de Bordeaux, des quartiers nord de Bordeaux. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas aller faire les Beaux-Arts, puisque c'était un rêve que j'avais envie de faire. Mais seulement la formation diplômante n'était pas accessible du fait de mon âge. Donc, j'ai pu intégrer que les auditeurs libres. Donc, il y avait soit des cours du soir, soit des cours en journée. Donc, moi, j'avais la possibilité de faire ces cours en journée. Et en fait, j'ai rencontré une personne qui m'a... Alors, il y a deux personnes qui ont été importantes à ce moment-là, en tant qu'enseignant. Une personne qui m'a permis de lâcher mon trait. Elle est décédée aujourd'hui, cette personne, mais elle a compté pour moi. Et donc je faisais 8 heures de nu par jour. En fait, c'était... il m'a vraiment pris sous son aile et je devais faire 3-4 heures de nu par semaine. Et en fait, je faisais 8 heures par jour, 5 jours sur 7, tu vois. Donc c'était vraiment... Et puis après, j'ai une autre personne qui était prof d'histoire de l'art et qui, en fait, m'a orienté en fait, sur l'université. En me disant que elle me voyait plus dans un enseignement qui était plutôt cérébral que plutôt que dans le faire. Donc j'ai passé un DAE en deuxième année de Beaux-Arts, un diplôme d'accès aux études universitaires, donc c'est une mise à niveau en fait, où tu as des cours de philo, français, maths, histoire et puis anglais, je crois. Okay. Voilà. Donc tu passes ça sur une journée par semaine pendant une année, quoi. Voilà. Et après, donc j'ai intégré l'université Bordeaux 3, enfin anciennement Bordeaux 3, maintenant c'est Michel de Montaigne, on s'appelle voilà. Et donc c'est la fac de lettres. Et donc j'ai intégré la section art plastique. Donc j'ai passé une licence d'art plastique, plus après un master 1, master 2, quoi, voilà, okay. En art plastique. Et dans le cadre de ces études, en fait, j'ai développé un concept artistique autour de l'écriture, qui grosso modo confrontait les premières écritures en Mésopotamie à une forme d'écriture que l'on a depuis le 19e siècle, qui est le braille, qui est une écriture qui non visible, mais elle est plutôt tactile et pas visible, en fait. Et donc j'ai fait des ponts entre les deux, et ça m'a permis de comprendre pas mal de choses dans ma vie, notamment sur mes passions,
Et notamment du coup sur l'apiculture, est-ce que du coup Sur l'apiculture, tu continues ça à côté aussi? Exactement, oui. Ok. Et donc, en fait, suite à ces recherches, en fait, j'ai pu comprendre que dans les passions que j'avais, en fait, dont l'écriture, donc je me suis vraiment intéressé à la naissance des premières écritures, ça a été une passion, donc ça c'est vraiment très récent, ça date de la fac, donc il y a une dizaine d'années. J'étais passionné également de photographie argentique, Ok. d'informatique libre surtout, mais en fait pas l'utilisateur lambda. En fait, c'était vraiment comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionne un système d'exploitation, comment fonctionne en fait les langages informatiques. Enfin, c'est ça qui me passionne. Tu avais plusieurs passions à ce moment-là, quoi. Donc j'avais ça, et depuis l'enfance, je m'intéressais à la génétique également. Donc il y a des choses qui sont liées au vivant et qui m'interpellent. Et je n'arrivais pas à lier en fait tout ça. Et en fait, l'université m'a permis de faire ce travail de compréhension. Et j'ai compris que, en fait, dans les différents liens, dans les différents territoires que j'ai explorés, qui sont les écritures, la photographie argentique, l'informatique et la génétique, il y a quelque chose de binaire, d'une part, à chaque fois. Il y a une extension de la mémoire. Donc au néolithique, par exemple, l'humanité se fixe, si tu veux, et à la fin du néolithique, en fait, on invente l'écriture, qui est une forme de mémoire, mais c'est une extériorisation de la mémoire. Tu as la même chose au XIXe siècle, avec la photographie argentique, qui est une forme de mémoire également, et puis l'informatique est une forme de mémoire également, et au niveau de la génétique, c'est une forme de mémoire également. Donc il y a des relations au niveau de la mémoire. Et ça m'a mené à réfléchir à ce qu'est une conscience. Et en fait, une conscience est toujours subordonnée à une mémoire. En fait, c'est pas parce que tu as une mémoire que tu as une conscience. Par exemple, les ordinateurs, aujourd'hui, n'ont pas encore de conscience. Ouais. Ils ont une mémoire, ils permettent de faire pas mal de choses, l'intelligence artificielle, etc. Mais on ne peut pas parler réellement de conscience. Ou alors, en fait, on est vraiment au tout début. Quoi. Mais donc, c'est pas parce qu'il y a une mémoire qu'il y a une conscience. Mais toute conscience est subordonnée à une mémoire. Si tu n'as pas de mémoire, tu ne peux pas avoir de conscience. Donc, il y a tout un travail philosophique là-dessus. Et donc, lorsque j'étais en licence, donc j'ai élaboré un concept artistique lié à tout ça, et plastiquement, en fait, j'ai réalisé des installations, et j'ai proposé un projet à la mairie de Bordeaux, qui est ressorti, je ne sais pas comment, en 2013, où on m'a proposé, la bibliothèque de Bordeaux m'a proposé de faire une installation pour la Journée internationale des personnes handicapées. Ok. Voilà, et en fait, en questionnant le projet, les commanditaires ont sollicité en fait le musée d'Aquitaine, parce qu'il y a un guide aveugle au musée d'Aquitaine, pour savoir comment un aveugle pourrait recevoir en fait ce projet. Et finalement, le musée d'Aquitaine s'est porté partenaire, et on a été donc à la recherche de partenaires. Et donc il y a eu le Rocher de Palmer aussi qui s'est porté partenaire, et donc en fait après ça a fait boule de neige. Il y a eu 110 partenaires culturels de la ville de Bordeaux qui ont adhéré au projet à travers, et donc il y a eu une réalisation en 2014, fin donc 2014, de 152 installations sur Bordeaux, et enfin c'est vraiment à l'échelle d'une ville, quoi. Donc il y a eu 6 mois de travail, de préparation, il y a eu 3 mois de réalisation, et en fait voilà, donc il y a eu un gros projet qui a réuni donc en fait beaucoup d'instances culturelles, donc dans l'Opéra de Bordeaux, le TNBA. Et ça a permis du coup de te faire connaître aussi, ou...
Alors, en fait, c'est une période où... alors, moi, je finissais mes études, et c'est vrai que j'aurais pu surfer sur la vague, parce qu'en fait, on me proposait de refaire ça sur Toulouse. J'avais des contacts également sur la Touraine, donc j'aurais pu le proposer en Touraine. J'avais des possibilités sur Rennes également, et en fait, ça ne s'est pas fait. Parce que à ce moment-là, en fait, j'étais avec une personne avec qui on avait monté une galerie d'art sur Bordeaux, un lieu d'intention artistique qui s'est arrêté quand on s'est séparés. On est resté 12 ans, on s'était rencontrés aux Beaux-Arts et en fait, on a vécu une très belle histoire. Enfin, il y a plusieurs choses qui ont fait qu'à un moment donné, j'ai dû me rapprocher de mes abeilles et me mettre plutôt en retrait et laisser tomber ce côté artistique. Enfin, le mettre en stand-by, quoi. En fait, il y a j'avais acheté un terrain en arrivant en 2003 ici, sur lequel j'avais mis mes abeilles. Et en fait, ce terrain, qui était un terrain agricole, est passé, avec le nouveau PLU, passé en zone naturelle, ce qui fait que je perdais mon droit d'agriculteur de construire sur des terrains non constructibles. Et donc, j'ai eu un mois, juste à peine un mois, pour déposer un permis de construire qui a été obligatoirement accepté. Donc, c'est des dossiers, enfin, tout un tas de choses ils te donnent pas un permis de construire gratuitement non plus, quoi. Et donc, j'ai eu ce permis de construire. Et donc, et en même temps, moi j'avais un atelier au Chartron et mon propriétaire vendait les murs. Donc j'étais obligé donc j'ai vendu mon bail et en fait je suis parti en fait sur un projet écologique. Ok. Et je me suis remis sur la voie de l'apiculture à ce moment-là. Et donc depuis, en fait, je suis dans la construction d'une petite structure, de petites structures. Oui, qu'on peut voir sur ton site voilà, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu on peut montrer. Ouais. De toute façon, je mettrai le site en description pour ceux qui sont curieux. Ouais. Ouais, tu as. Voilà. Et donc là, j'ai monté. Alors, ce que l'on voit là, c'est une structure, c'est la maison d'habitation, mais derrière, il y a la miellerie. Il y a une autre structure. En fait, cette structure fait 9 mètres de hauteur, donc c'est quand même assez haut. Il y a une miellerie qui est de même confection, qui est juste derrière, donc qui fait 7 mètres de hauteur. Et après, en fait, sur la gauche, on ne la voit pas, mais il y a une salle de bain extérieure qui a la même forme. Donc c'est 3 voiles au vent, en fait. et donc qui fait 5 mètres de hauteur. Puis après il y a un hangar que l'on ne voit pas derrière, enfin qu'on peut éventuellement, on voit juste la pointe, et une serre maraîchère, enfin donc là je suis parti sur un site. Donc c'est là que tu vis avec tes abeilles du coup. C'est là que je vis avec mes abeilles, ouais. J'ai très peu de colonies par rucher, on en discutera après. Ouais. Et concrètement, ton métier d'apiculteur, une journée type, ça serait quoi pour présenter un peu à ceux qui nous écoutent ? Alors, à l'époque, quand j'ai commencé le métier d'apiculteur, j'étais dans une zone de production. Donc il y avait énormément de travail. Et puis on m'avait appris à produire à l'époque. Donc en fait, j'avais 200 ruches, donc je te laisse imaginer qu'il y avait énormément de travail. Donc l'hiver, en fait, tu fais de l'entretien, tu restaures ton matériel. Tu conditionnes le miel, tu le vends, tu fabriques de la cire, tu la fabriques pas, tu la reconditionnes, tu il y a pas mal de boulot. Ouais, tu as pas mal de travail. Et puis après, au printemps, en fait, quand la nature s'éveille, tu as beaucoup de travail sur les ruchers, de préparation des colonies, etc. Donc tu as des visites de printemps, après tu as des récoltes durant toute l'année. Quand j'étais en Touraine, j'avais 4-5 récoltes parce que tu avais des cultures de colza, de tournesol, tu avais de l'acacia, tu avais du châtaignier, donc en fait ça faisait... Ouais, ça faisait un rouleau. Voilà. Bon, après moi j'ai toujours été un très mauvais producteur.
Je dois être même le plus mauvais producteur de France, mais c'est pas grave, c'est un titre. Parce que c'est un choix du coup. Oui, c'est un choix. Ouais. Ouais, c'est un choix. Ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé, donc, comme je le disais, avec une approche biodynamique. Et en fait, il y a... Qui est plus que, pour ceux qui ne savent pas, la biodynamie, c'est plus que le bio. Alors oui, tu fais attention. En fait, la biodynamie, comment le... À l'époque, d'ailleurs, c'était vu par... ceux qui faisaient ça, ils étaient vus comme des fous. Ouais, un petit peu, ouais. Alors, on parle de la Lune et tout ça, mais en fait, c'est plus en fait l'impact d'un organisme sur son environnement et l'impact de l'environnement sur l'organisme. C'est les relations qu'il y a vraiment. Alors, l'environnement proche et lointain, si tu veux. Ça peut aller jusqu'aux planètes, tu vois, aux étoiles, etc. Parce que du coup, là, il n'y a aucun traitement. Qu'en bio, il y a quelques traitements. Alors, si. En fait, tu as des traitements, mais c'est des traitements qui sont différents. Alors, moi j'ai vraiment... en fait, j'ai commencé avec mon métier avec cette approche biodynamique, mais après, j'ai cheminé, tu vois, dans quelque chose où, en fait, je suis pratiquement un non... Enfin, je suis un non-interventionniste. Ok, tu laisses C'est-à-dire, faire... je laisse faire les colonies. En fait, je les mets... Au départ, en fait, quand je vais chercher un essaim, je le mets dans une ruche, tu vois, sur un emplacement. S'il a envie, il reste. Et au final, en fait, il se débrouille. Okay. En fait, je n'interviens plus du tout. Tu n'as pas beaucoup de production, du coup. Donc, voilà, pire producteur. Okay. En fait, j'ai très peu de production parce que je nourris pas, je ne traite pas, je ne transhume pas, je n'interviens pas sur les colonies durant toute l'année. Donc, alors c'est un cheminement si tu veux, hein, parce que en fait quand j'étais en Touraine, je faisais 4-5 récoltes. Aujourd'hui j'en fais plus qu'une à l'équinoxe d'automne où je prélève seulement 3-4 kilos de miel par ruche et par an. Donc tu vois c'est très peu. D'accord. Pour te donner un ordre d'idée, en biologique c'est entre 35 et 50 kilos de miel par ruche et par an. Okay. Ça dépend des régions, mais c'est en moyenne c'est ça. Et en conventionnel c'est au-delà de 100 kilos. Alors quand j'étais en Touraine, il y avait des apiculteurs. À l'époque, hein, quand les cultures de tournesol, moi j'avais un ancien qui est décédé aujourd'hui, mais qui me disait que, donc moi je n'ai pas connu cette période-là, mais que rien que sur le tournesol, rien que sur la culture de tournesol, il faisait 80 kilos par ruche. Donc je ne sais pas si tu imagines. D'accord. Donc il y avait le colza, etc. Donc ils arrivaient, si tu veux, donc c'est un petit peu antérieur au moment où je me suis installé. Mais ils arrivaient à peu près à 200 kilos de miel par ruche et par an. Ah oui. Donc tu vois, c'était vraiment... Bon, après, ils nourrissaient, ils transhumaient, enfin, ils faisaient plein de... Il y a tout un tas de techniques, de bouger les cadres, etc., dans la colonie pour créer du vide, afin que la colonie se développe. Et en fait, au final, on a des super colonies, quoi. Des super colonies. Et moi, ça m'allait pas du tout. Voilà, c'était pas mon truc, quoi. Okay. Voilà. Mon truc, c'était vraiment d'observer la colonie. Ouais, de laisser faire comme ça. Voilà, et en fait, j'ai dévié un petit peu sur l'apiculture, en fait, et sur la vision que l'on peut avoir d'une colonie d'abeilles. La plupart des apiculteurs, en fait... regarde la colonie d'abeilles comme une sorte de société d'insectes, si tu veux. Donc ils pensent que il y a des abeilles qui vont chercher du nectar et du pollen sur les fleurs, qu'elles ramènent le miel à la ruche, et que en fait ce miel, ce nectar, en fait, j'ai dit du miel, mais elles vont chercher du nectar sur les fleurs, elles ramènent à la ruche, elles le transforment en miel qu'elles vont stocker dans des hausses que l'on a, enfin c'est les magasins en miel, quoi, c'est des cadres en fait qui sont remis sur le corps de ruche. Et puis en fait l'apiculteur une fois dans l'année va venir prélever une partie de ces stocks de miel et va transformer ça en vue de la vente pour se permettre un salaire, quoi. Voilà. Ça, grosso modo, c'est la vue des apiculteurs. C'est-à-dire, en fait, on a une société d'insectes qui amasse des produits
qui va chercher du nectar et du pollen, qui les amasse, qui les stocke, et l'apiculteur, en fait, vient et récolte ça. Et puis, voilà. Toi, tu as une autre approche. Moi, je pense que en fait, c'est plus un organisme. On est une petite poignée. Alors, quand je dis une petite poignée, c'est vraiment très peu de personnes. Je ne sais pas si on est 50 en France sur les 70 000 apiculteurs. Si on est 50 en France à penser comme ça, c'est vraiment, je pense, un maximum. Ah oui. Alors, je ne les connais pas tous, donc si ça se trouve, il y en a peut-être un tout petit peu plus, oui. mais, ou peut-être un petit peu moins. Mais c'est un petit échantillon. Mais disons que pour moi, c'est un organisme. C'est en fait, il faut prendre la colonie comme vraiment comme une entité. C'est-à-dire que tu as les cires qui représentent le squelette de la colonie pour son maintien, sa structure. Elles ont une fonction sensorielle également, puisqu'elles transmettent les vibrations du support sur lequel elles sont attachées à l'ensemble des parties qui sont sur les cires. Donc c'est les abeilles, mais c'est aussi les larves, les œufs, c'est les nymphes. Tu vois, donc il y a vraiment tout est transmis à ces différentes parties qui sont pour moi en fait le système nerveux de la colonie, un peu comme nos neurones, si tu veux, tu vois. Ouais, c'est comme ça qu'elles communiquent, quoi. Voilà, donc en fait tu as les cires qui représentent le squelette, les abeilles qui représentent le système nerveux pour l'appréhension du monde à travers les différents sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Tu as la reine et les mâles qui sont les cellules germinales de la colonie, cellules sexuelles. Tu as la propolis. Alors, il y a le pollen aussi, mais en fait, le pollen, bien que j'arrive à faire un rapprochement par rapport aux protéines qui sont contenues dans le pollen, donc, et par rapport à un corps animal, le côté musculature, mais en fait, j'arrive pas vraiment pour le pollen, j'arrive pas à saisir vraiment ça fait des années que je cherche, peut-être 20 ans que je cherche, mais je n'ai pas encore réussi à vraiment mettre tu vois, enfin définir vraiment la fonction du pollen. Un écosystème. Voilà. Alors après, il y a la propolis. La propolis, c'est en fait l'équivalent de notre système immunitaire. Ok. Donc comme les globules blancs, quoi, grosso modo. Et puis tu as le miel qui vient former une couche épaisse tout autour de l'organisme. Alors, j'ai parlé de la propolis en tant que système immunitaire, mais en fait, quand tu regardes les colonies d'abeilles sauvages dans les troncs d'arbres, il y a également une couche épaisse de propolis qui est placardée en fait sur les parois du tronc d'arbre. Donc on pourrait dire que la propolis finalement, même si c'est le système immunitaire, c'est aussi une forme de peau, tu vois, qui protège. Okay, ouais. Voilà. Et donc, mais quand tu regardes la colonie en fait dans nos ruches à nous, en fait, elles mettent très peu de propolis sur les parois. Et donc le miel, lui, forme une couche épaisse. De protection aussi. Alors c'est une protection pour moi qui est une forme de couche adipeuse. Tu vois, alors il y a certaines personnes qui ont écrit un bouquin, enfin des bouquins, parce qu'il y en a eu 2 ou 3 qui ont été écrits là-dessus. Mais il y a des vues qui sont malgré tout un petit peu différentes. Moi j'ai pris vraiment une orientation autre, et en fait c'est vraiment cette vision de la couche adipeuse, c'est vraiment une vision personnelle, pas prise dans les bouquins qui ont été écrits. Alors je peux me tromper, voilà. C'est tout ça pour dire que vision, voilà, c'est ma vision et c'est pas forcément une vérité, quoi. Voilà. Mais pour moi, c'est une couche adipeuse qui protège l'organisme contre notamment les fluctuations de température
qui peuvent atteindre 10 à 15 degrés dans une journée. Le matin, par exemple, tu as 10 degrés, l'après-midi, tu as 29, tu as 19 degrés, comme ça, en dents de scie. Et comme le miel, lui, est très mauvais conducteur de chaleur, il absorbe très lentement la chaleur et la restitue très doucement. Ce qui fait qu'il lisse les courbes de température au sein d'une journée. Okay. Parce que quand tu as des températures en dents de scie, c'est hyper agressif pour tout ce qui est œufs, larves et abeilles naissantes. Quoi, tu vois. Donc, si je comprends bien, le fait que nous, les humains, on intervienne en prélevant leur miel, exactement, ça détruit un peu leur écosystème. Exactement, okay. Et ça va créer des traumas. D'accord. Et donc toi, ton choix, du coup, c'est de prélever, mais pas trop. Alors, c'est de prélever pas trop, et surtout d'avoir le minimum d'impact sur cet organisme. Parce que pour moi, si tu veux, quand tu interviens sur cet organisme, eh ben, tu crées une opération. En fait, je vais juste finir le fait que, par rapport aux courbes de température, en fait, durant l'année, tu as la même chose. Durant l'année, tu as des périodes de floraison avec une mielée, et puis tu as des périodes de disette qui durent 15 jours à 3 semaines. Une période de floraison, une mielée, une période de disette qui dure 15 jours à 3 semaines. Donc tu as des périodes de stress alimentaire durant toute l'année. Okay. Et le miel, lui, il est là également pour lisser ces périodes de stress. Donc dans une journée pour les températures, au niveau de l'année pour les stress alimentaires. Et donc quand tu viens faire une récolte, eh bien tu rentres dans un corps, puisque c'est une entité. Tu vois, donc c'est comme si moi je prélevais une partie de ton corps. Donc forcément, il y a un trauma. Alors pour bien comprendre, en fait, t'imagines que si par exemple, je te mets sur une table d'opération, alors je ne sais pas comment le présenter bien comme il faut, mais si je te mets sur une table d'opération, que je vais, les médecins arrivent, donc on t'installe bien confortablement, tu t'endors, on te coupe la cage thoracique, on te sort ton cœur, on te le replace physiquement, tu as un trauma qui va durer minimum 1 année, et psychologiquement ça peut durer plusieurs années. Imagine une colonie d'abeilles sur laquelle on va faire une quinzaine, voire une vingtaine d'opérations à l'année. Visite de printemps, visite d'hivernage, nourrissement spéculatif, traitement, récolte, transhumance, production de gelée royale, production de pollen, production d'essais artificiels, production de reines. Je suis déjà à 10 interventions, je comptais une récolte, une transhumance, un nourrissement. Tu vois, et en fait, il y en a plusieurs dans l'année. D'accord. Donc on est entre 15 et 20 opérations. On appelle ça des opérations apicoles, c'est vraiment le terme. Mais une opération, c'est traumatique. Pour un organisme, c'est hyper traumatique. Et donc moi, en fait, j'essaie d'avoir le moins d'impact possible sur la colonie. Donc c'est pour ça que je fais une opération à l'année, une récolte à l'année, où je prélève très peu. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, je leur faisais les ongles ou que je leur coupais les cheveux, quoi. Mais enfin, c'est peut-être un peu plus agressif que ça, mais voilà, j'essaie d'être le moins impactant possible sur la colonie. Mais du coup, ça ne te permet pas d'en vivre actuellement Non, c'est très difficile. Okay. C'est très difficile. Il ne faut pas regarder... pour en vivre, il faut revenir sur le côté production. Et en fait, là, on va en parler tout à l'heure. C'est catastrophique ce qui se passe. Tu as une approche différente, donc c'est intéressant aussi d'avoir cette vision-là. Oui. Contrairement à un apiculteur qui fait ça aussi pour une rémunération derrière. C'est... la plupart des gens font de l'apiculture. Malheureusement, c'est passionnant. C'est vrai que c'est passionnant, mais il y en a vraiment très peu qui font ça juste par passion. C'est la plupart du temps, c'est pour avoir un petit peu de miel, pour vendre, pour leur consommation personnelle, et puis se faire un petit revenu annexe. Oui. Voilà. Et donc toi, tu parlais du coup de la préservation de tes colonies. Oui. Au niveau, notamment, je pense à des drames qui peuvent arriver, notamment avec le réchauffement climatique. Est-ce que tu le ressens sur tes colonies ou pas du tout? Ah ben oui, en fait, je t'ai parlé de la canicule. Ouais. Voilà. Mais je te parle aussi... alors, on parle de la canicule, mais sur Bordeaux, en fait, dans la région bordelaise, on a un microclimat qui est assez difficile. Quand il commence à pleuvoir, à partir d'octobre-novembre, eh bien, on rentre dans des périodes de pluie interminables.
qui vont durer 6 mois, tu vois. Donc en fait, et tu as très peu de jours de beau temps là-dedans. Donc c'est impactant sur les colonies. Et puis tu as des périodes après de gel au printemps aussi. Moi je me souviens en 2021, après Covid, il y a eu 2 périodes de gel au mois d'avril 2021 où en fait la plupart des colonies ont crevé la dalle. Parce que en fait, quand les fleurs sont brûlées, soit par le soleil, dans le cadre d'une canicule, soit lessivées par les pluies, soit brûlées par le gel, tu n'as pas de nectar, tu n'as pas de pollen, donc elles n'ont rien à manger. Donc les apiculteurs nourrissent les abeilles. Et c'est une chose que je me refuse de faire. Et ils nourrissent ça à quoi ? Avec du sucre. Donc tu as, par exemple, si on regarde, il y a un bouquin qui en parle, alors il passe rapidement dessus, mais malgré tout, c'est un bouquin de Gilles Fère, qui est un éleveur de rennes assez connu en France. Et il a écrit les fiches de l'apiculteur, par exemple. Et dans tous les aspects nourrissement, parce que tous les livres d'apiculture, dans la généralité, des livres qui parlent de technique, ils abordent forcément le nourrissement. Et donc Gilles Fère dit qu'en fait, en France, on utilise pratiquement autant de miel, de sucre, donné aux abeilles, qu'on récolte de miel. Ah oui, d'accord. Donc il annonce le chiffre de 18 000 tonnes de miel, donc de 18 000 tonnes de sucre donné aux abeilles. Et en 2019, par exemple, donc ça c'est les données France Agrimaire, on a récolté 21 000 tonnes de miel, je crois. Donc tu vois, en fait, 18 000 tonnes, tu donnes 18 000 tonnes de sucre, tu récoltes 21 000 tonnes de miel. Okay. Donc il y a 3 000 tonnes d'excédent, donc c'est complètement aberrant. Et donc dans le cadre de 2021, où là, moi j'avais investi 6 000 euros dans l'achat d'essaims, et en fait, 15 jours après avoir acheté mes essaims, en fait, les 2 périodes de gel ont fait que, comme les apiculteurs nourrissent les abeilles au printemps pour avoir des essaims beaucoup plus gros, en fait, donc quand ils les vendent, les essaims, ils étaient beaux, quoi. Quand je les ai achetés, ils étaient beaux. Mais en fait, ils ont très rapidement crevé la dalle. Donc 15 jours après, ils étaient morts. Donc j'ai perdu mes 6 000 euros, j'ai perdu mes essaims, j'ai perdu la récolte, et j'ai perdu certaines colonies que j'avais, moi, qui avaient des réserves. D'accord. Ah oui. Donc ça veut dire que cette année-là, elle a été vraiment difficile pour moi. Et l'État devait prendre en charge 60% des cotisations sociales des exploitants. Et étrangement, moi, ils ont pas voulu m'aider, quoi. Alors donc c'est là où tu te retrouves à devoir à avoir des dettes, etc. Donc bon, ça c'est un autre sujet, mais pour dire que les conditions climatiques sont vraiment impactantes sur les colonies. Et en fait, aujourd'hui, pour maintenir des colonies en vie, c'est très difficile. Et c'est devenu difficile depuis quelques années parce que la voix de certaines personnes, mais on va en parler, la voix de certaines personnes a des conséquences, certaines voix ont certaines conséquences. Par exemple, tu as en 2018 le président Macron qui a fait un discours aux États généraux de l'alimentation en disant qu'il n'aiderait, qu'il ne soutiendrait que les filières qui sont organisées en interprofession. Donc on verra, en fait sur mon site également, il y a une pétition que j'ai lancée. En fait, la filière apicole n'était pas organisée, donc ils se sont organisés, donc il y a eu 13 syndicats qui sont regroupés dans une association qui s'appelle Interapi. Et en fait, ils ont créé 2 collèges, un collège commercialisation, un collège production. Alors déjà, en fait, oui. C'est pas un collège philosophique ou poétique, non, c'est un collège production, un collège commercialisation. Et en gros, ce qu'ils disent, on peut aller voir sur leur site, c'est clairement affiché. En fait, c'est pousser le consommateur à consommer, pousser le producteur à produire. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'en France,
il y avait très peu de consommation française. En fait, les gens consomment plutôt des miels étrangers. Mais parce que c'est sûrement aussi moins cher. C'est parce que c'est moins cher. Et donc, en fait, donc là, pour financer ces collèges, ces actions, donc ils ont fait un plan d'action dans ces deux collèges. Et en fait, ils ont décidé de taxer, avec l'aide du gouvernement, enfin, grâce au gouvernement, c'est la MSA qui est chargée de prélever les fonds. Ils ont décidé de taxer les exploitations apicoles, de taxer les conditionneurs et de taxer les distributeurs. Mais au final, ils taxent à chaque échelle, quoi. Ouais. Mais au final, en fait, donc tout ça pour financer leur plan d'action. Ok. C'est-à-dire pour pousser le producteur à produire et pousser le consommateur à consommer. Mais au final, qui c'est qui paye? En fait, c'est pas l'exploitant, c'est pas le conditionneur ou le distributeur, c'est le consommateur au final qui paye. C'est-à-dire que le miel français, en fait, déjà, il était beaucoup plus cher que le miel étranger, tu vois. Et bien là, on leur ajoute des taxes supplémentaires, donc forcément, le miel est encore plus cher. Donc en fait, ça fait l'inverse de. Donc tu vois, en fait, comment une voie peut avoir un impact. Ouais. Je te cite un autre exemple. Dans les années 2000, tu as un plasticien, Olivier Darnay, qui travaille avec l'abeille, donc qui sensibilise les gens sur l'apiculture, sur l'abeille. Donc ça, c'est bien. En fait, son intention est bonne à la base. Et en fait, en 2000, dans les années 2000, donc il est implanté à Saint-Denis, il me semble, dans la banlieue parisienne. Et donc, il dynamise le mouvement d'apiculture urbaine en disant que les abeilles mises dans les villes, qu'on protège les abeilles en les mettant dans les villes, que les villes sont moins polluées que les campagnes et qu'on produit plus en ville qu'à la campagne. Donc ça, c'est repris par la population. C'est repris par les médias, mais c'est repris par la population en disant, les gens se disent, tiens, si je mets des ruches dans mon jardin, je participe à sauver l'abeille, d'une part. Et puis, tu as les institutions. Alors, à cette époque-là, c'était l'émergence du label AB. Donc, en fait, tu as, dans les années 2000, en fait, le label AB, c'est le ministère de l'Agriculture, en fait, qui lance Donc, le label bio, du coup. Le label bio. En fait, il y avait déjà un label. Il y avait Nature et Progrès qui était là depuis les années 70, mais... il a été refait. Voilà, enfin, c'est pas il a été refait, c'est en fait il y a le gouvernement qui lance le label AB, donc c'est des structures qui s'organisent, et en fait tu as des gens qui sont des sociétés commerciales comme Ecocer ou Agrocer qui sont chargés en fait de faire respecter en fait certaines réglementations. Et donc financièrement, tu dois payer chaque année pour pouvoir avoir ce label afin de pouvoir vendre ta production. C'est-à-dire que si tu n'as pas ça, eh bien, en fait, le réseau, il est fermé pour toi, quoi. Ok. Même si tu vas au-delà de tout ça. Même si tu es bio, même si tu travailles en biodynamie. Alors déjà, pour avoir le label biodynamie, c'est complètement délirant. En fait, tu es obligé d'avoir le label AB avant. D'accord. Donc, tu es obligé de payer Ecocer ou Agrocer, et de payer après Déméter. Donc c'est complètement délirant quand même, tu vois. Donc toi, du coup, si je suis ce que tu fais, tu as les deux, deux labels, non ? Eh ben non, moi j'ai refusé, tu vois, c'est-à-dire que moi, comme je t'ai dit, je ne nourris pas depuis 30 ans, je nourris pas, je traite pas, je transhume pas, vraiment, j'interviens pas, tu vois, j'interviens pas sur les colonies. Eh bien, je suis un des seuls en France à faire ça quand même. Il y a 70 000 apiculteurs. La quasi-totalité des apiculteurs nourrissent leurs abeilles avec du sucre. Ok. Ça, il faut le savoir. Même en bio ? Même en bio. Okay. Tu as, comme je te disais, donc Gilles Fer qui en parlait dans le bouquin Les fiches de l'apiculteur, c'est 18 000 tonnes de miel, 18 000 tonnes de sucre qui sont données aux abeilles. Ouais. 18 000 tonnes, c'est pas rien. Et en fait, ce qui est complètement délirant, c'est que c'est avec du sucre de canne ou du sucre de betterave. Mais le sucre de canne ou de betterave, ce sont des plantes qui sont
des plantes qui sont sans fleurs, en fait, qui sont pollinisées par le vent et pas par les insectes. Ce sont des gymnospermes, ce sont des plantes, j'ai plus le mot, je cherche le mot, c'est des plantes qui sont pollinisées par le vent. En fait, il y a les plantes entomophiles et qui sont pollinisées par les insectes, et des plantes... Je sais plus. J'ai pas le terme non plus. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Et donc, ce qui est délirant, c'est que en fait, on va donner des substances de synthèse issues de plantes angiospermes, en fait, gymnospermes, ouais, à des insectes qui ne consomment pratiquement exclusivement que des substances liées aux plantes angiospermes, donc des plantes à fleurs. Ouais. Donc on n'est pas loin des problématiques de la vache folle. Et en même temps, si tu veux, les néonicotinoïdes avaient été interdits en France en 2018. Et c'est à cause des cultivateurs de betteraves qu'on a réintégré les néonicotinoïdes en 2020. Okay. Donc en fait, on devrait boycotter ce sucre-là, tu vois, puisque en fait c'est du sucre de betterave. On devrait le boycotter, tu vois, puisque en fait c'est eux qui permettent la réintégration des pesticides. Eh ben non, en fait, au contraire, tu vois, en fait, on utilise 18 000 tonnes, je ne sais pas si tu imagines, 18 000 tonnes de sirop par an, quoi, okay, pour donner aux abeilles. Donc, en fait, plus on utilisera de sucre, et plus il y aura de pesticides qui seront... plus la porte sera ouverte, et plus on fera n'importe quoi. Pour produire ce sucre, il faut, du coup... Ouais, alors c'est pas... Si tu veux, en fait, l'impact, c'est surtout pour le puceron de la betterave. Et comme je te disais, c'est une plante... ça m'embête de ne pas trouver ce mot. Mais c'est allo, je ne me rappelle plus. Bon, enfin bref... Bon, c'est des plantes qui sont pollinisées par le vent. Mais... donc les abeilles n'y vont pas. Mais malgré tout, en fait, il y a de la rémanence dans le sol. En fait, tu as ces produits qui restent dans les plantes, mais aussi dans le sol, puisque en fait c'est aspergé un petit peu partout, quoi. Tu vois, donc c'est quand même, enfin c'est aspergé, c'est dans les graines, etc. En fait, tu vois, donc c'est quand même difficile, quoi, tu vois, de vivre là-dedans, quoi. Okay. Voilà. Et donc, tout ça pour dire... Tu parlais des personnes qui, du coup, avaient envie de mettre des ruches... Des ruches dans les villes. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça fait ? Donc, il y a... parle du label AB, mais en fait, c'est la période de greenwashing. Et donc, on commence à utiliser l'abeille, si tu veux, en mettant l'abeille sur les toits des bâtiments, en disant, on est écologiste, on a des abeilles sur le toit du bâtiment. Alors c'est bien, si tu veux, tu vois, c'est intéressant, surtout en période de canicule, tu vois, parce que quand tu sais que rien que dans les bois, à l'ombre, tu as plus de 60 degrés, enfin les colonies, les rayons fondés en période de canicule, là je te laisse imaginer la température qu'il fait sur les toits. Bon, enfin bref, ça c'est un autre sujet, mais on intègre des ruches dans les villes, donc sur les toits des bâtiments et dans les propriétés privées. Mais on ne veut pas que les passants, que les enfants, les animaux se fassent piquer. Donc la profession, dans son ensemble, demande une abeille douce. Alors, en fait, quand je dis la profession, c'est tu as 70 000 apiculteurs en France. Sur ces 70 000, tu as 92%, donc ça c'est les sources France Agrimaire. Hein, tout le monde, voilà, sur leur site, c'est le gouvernement, quoi. Sur les statistiques du gouvernement, c'est 92% qui ont 92% des 70 000 apiculteurs qui ont moins de 50 ruches. Et je crois qu'il y a que 700 apiculteurs qui ont plus de 400 ruches, je crois. Tu vois, donc c'est pas énorme. Mais quand je dis plus de 400 ruches, c'est-à-dire qu'il y a des apiculteurs qui ont, comme ici par exemple à Lugos, il y a un gars qui a 2500 ruches. Ah oui. Voilà, quand tu vas en Provence, etc., tu as des gens qui ont 6 à 8 000 ruches. D'accord. Donc tu vois, en fait, on est plutôt... c'est un autre monde, tu vois. Et donc... ces professionnels-là, si tu veux, depuis un siècle,
faisait des croisements pour exploiter l'effet d'hétérosis. L'effet d'hétérosis, c'est un dynamisme de ponte de la reine en première génération. C'est-à-dire que tu as plus de ponte, donc plus d'abeilles, donc plus de récoltes. C'est assez simple. Oui. Et en fait, donc, ils font des croisements entre des abeilles étrangères et des abeilles locales. Tu vois, donc, ils importent des reines qui sont croisées avec des mâles locaux, et en fait, au final, ça donne en fait en première génération cet effet d'hétérosis, c'est la vigueur hybride. Voilà. Mais par contre, en deuxième génération, tu as la reine la mémoire génétique de la reine qui prévaut. Ce qui fait qu'en fait, elle va caler sa ponte, la reine va caler sa ponte sur ce qu'elle a en mémoire. Okay. Et donc en fait, c'est très, très courant que ces abeilles sont soit précoces, soit tardives. Donc précoces, elles vont se développer abondamment au départ, et en fait, il va y avoir un gel qui va venir tout casser, et en fait, elle va perdre une grande partie de son dynamisme et de son entité, quoi. Et contrairement à une abeille tardive qui, elle, va être complètement décalée aussi par rapport aux floraisons locales, et qui va pas pouvoir se faire non plus des provisions à temps. Donc soit elle est précoce et puis c'est catastrophique, soit elle est tardive et c'est catastrophique. Les deux, en fait, ne pourront pas amasser des provisions, et elles vont être en problème de survie, si tu veux, et donc devenir agressives. Donc quand tu as 2000 ou 3000 ruches et que tu es toute la journée sur tes colonies à essayer de faire pas mal de choses, d'opérations, tu te fais bombarder la gueule. Toute la journée, tu prends des piqûres. Donc, les apiculteurs professionnels en avaient marre de ça, tu vois. Et les amateurs, comme je t'ai dit, on implante les ruches dans les villes. En fait, l'amateur, il ne faut pas de piqûres, quoi. Donc, en fait, la filière apicole demande aux éleveurs français de produire une abeille douce. Et là, on va chercher une abeille qui a été créée au début du siècle par un frère en Angleterre, qui a fait un croisement entre une abeille noire anglaise et une abeille italienne, et donc qui avait fixé deux caractères principaux qui étaient la douceur et la productivité, au détriment de deux inconvénients majeurs qui étaient la sensibilité à la maladie et il fallait la nourrir abondamment avec des sirops sucrés ou la mettre sur des grosses cultures, sinon elle végétait, elle mourait. Et donc jusqu'au début des années 2000, tu avais très peu d'éleveurs de buckfast en France. Donc buckfast, c'est, alors je ne sais plus si on l'avait dit ou pas, mais c'est en fait l'abbaye où en fait cette abeille a été sélectionnée, a été créée. Et donc du coup, ça a été sélectionné pour les villes, tu disais. Alors en fait, cette abeille hybride a été reprise par les apiculteurs, par les éleveurs français. Et donc, en fait, ils ont commencé à développer cette abeille. Et donc, cette abeille a vraiment colonisé la France, l'Europe, et en fait, quelques parties du monde. Donc, on essaye de standardiser, en fait. Et donc, les 5 écotypes français qui étaient liés à l'abeille noire, en fait, ont pratiquement disparu aujourd'hui. D'accord. En fait, il y avait un écotype du centre, du nord. Il y avait l'écotype de l'est, du sud-est. Il y avait un écotype en fait dans les Landes et un écotype en Bretagne. Tu vois. Enfin, il y avait 5 écotypes. Alors, moi je suis pas assez poussé là-dedans dans ces questions, ni la question des pesticides. En fait, j'ai abordé ça un petit peu avec les connaissances que j'avais, ce que j'avais lu, mais en fait, c'est pas trop mon domaine. Moi, j'ai pris une orientation plutôt poétique et philosophique, mais bon, après, c'est autre chose. Hein. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que cet homme qui fait une intervention sur France Culture en essayant de dynamiser le mouvement d'apiculture urbaine et en même temps en sensibilisant les gens à l'abeille, en fait, c'est repris par une population
Et en fait, derrière, il y a tout un système qui se met en place et qui va à l'encontre de la préservation de la biodiversité de l'abeille, et donc qui participe au déclin donc, des abeilles dans leur ensemble. Okay. Parce que cette abeille, cette abeille buckfast, il faut la nourrir et la traiter. C'est pour ça d'ailleurs qu'en fait on utilise autant de sucre aujourd'hui pour la maintenir en vie. Parce qu'actuellement il n'y a que de cette espèce-là. Tu n'as pratiquement que de celle-là. Okay. Je te donne quelques chiffres également, parce que j'en connais quand même pas mal aussi, même si c'est pas des choses qui m'intéressent de trop, mais tu as un éleveur qui s'appelle Laurent Duguay, qui est implanté à Euronat, donc en plein parc naturel régional quand même, tu vois, donc, et qui vend 8000 reines buckfast par an à tous les professionnels de la région. Ah oui. Donc si tu as des reines noires, par exemple, que tu as pu avoir à droite à gauche, qui ont été préservées, eh bien, si tu les implantes dans ton rucher, l'année suivante, elles seront hybridées par ces abeilles buckfast qui sont partout utilisées par l'ensemble des apiculteurs. 8000 reines buckfast, je crois qu'une reine, c'est 30 €. Tu vois, en 2-3 mois, il fait 240 000 € de chiffre d'affaires. Donc cette personne-là, on ne lui dit rien, quoi. Et puis, en fait, la plupart des apiculteurs le voient comme un sauveur d'abeilles. D'accord. Alors, c'est paradoxal, hein, c'est complètement délirant, quoi. C'est-à-dire que des éleveurs comme ça qui maintiennent les colonies, mais qui maintiennent des hybrides. En fait, ce qui s'est passé en apiculture, ce qui se passe à l'heure actuelle en apiculture, ça s'est passé il y a 30-40 ans avec les semences paysannes, etc. Tu vois. Donc il y a vraiment un réel problème. Ouais. Tu vois. Il y a un réel problème et on ne le voit pas, ce problème. En fait, les gens ferment les yeux. Donc, tu as, par exemple, le syndicat national d'apiculture en France. Le SNA, c'est la plupart des petits apiculteurs. Il y a la grande majorité, c'est le syndicat des amateurs. Mais la personne qui est le président du SNA, qui va parler au nom des apiculteurs au niveau de la communauté européenne, il s'appelle Franck Alétru. Franck Alétru, même si en fait j'imagine que c'est un homme très respectable et tout ça, en fait c'est pas l'homme que je juge, mais il a 2000 ruches quand même. Ah oui, d'accord. Donc 2000 ruches, en fait il y a des choses qui sont paradoxales. Ouais. Tu vois. Donc qu'est-ce qu'il va défendre au niveau de l'apiculture? Enfin, qu'est-ce qu'il va défendre au niveau de l'apiculture amateur, tu vois, de l'apiculture alternative? Donc il y a quand même des choses qui vont pas. Donc l'abeille noire locale disparaît. Okay. Et cette abeille noire locale disparaît, et en fait il y a quelques conservatoires de l'abeille noire qui se sont créés sur le territoire pour essayer de protéger en fait mais pour créer un conservatoire, il faut qu'il y ait alors ce qu'il faut savoir, c'est que les mâles des abeilles, les faux bourdons, vont féconder les reines entre 7 et 10 km. Donc ça veut dire qu'il faut que tu aies un conservatoire qui ait 7 à 10 km de rayon, donc 20 km de diamètre, où tu n'as pas d'autres abeilles, tu n'as pas d'autres ruchers, tu n'as pas d'autres apiculteurs qui exploitent. Sachant qu'il y a 70 000 apiculteurs en France. Exactement. Okay. Donc en fait, c'est quasi impossible de trouver en fait des endroits où tu as 20 km sans rucher alentour, quoi. Et alors il y a 2 conservatoires qui sont sur des îles, mais malgré tout, là où en fait, alors je trouve ça génial, tu vois, de pouvoir créer des conservatoires, même, tu vois, si on avait la possibilité de pouvoir créer des sanctuaires. Mais ce qui me dérange, c'est que derrière, ce sont des gens qui exploitent aussi l'abeille à titre professionnel, à titre
Tu vois, ils créent des conservatoires. Par exemple, dans les Cévennes, tu as des gens qui ont créé en fait un conservatoire. Mais derrière, en fait, ils exploitent 250 ruches. D'accord. Ah oui. Tu vois, en conventionnel. Mais ils tiennent un conservatoire. En Ardèche, pareil. Ok. Mais ils tiennent un conservatoire à côté, tu vois. Donc en fait, c'est pas tant le fait qu'ils aient 250 ruches et qu'ils soient apiculteurs et qu'ils cherchent à vivre hein, et élever leurs enfants, etc. C'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que en créant un conservatoire, souvent les techniques qui sont employées pour la conservation sont pratiquement similaires. C'est-à-dire qu'ils vont agir comme s'ils étaient... alors, ils ne vont pas faire de transhumance, tu vois, puisqu'en fait, là, ce sont des ruchers. Oui, mais ils ont quand même des méthodes. Mais ils ont des méthodes qui sont intrusives et impactantes, traumatiques. Il y a parfois de la récolte et également du nourrissement. Donc, il y a des choses que, tu vois, alors, je ne sais plus trop parce que je me suis un petit peu sorti de cette voie-là. Et parce que j'ai été occupé à d'autres choses et que en fait on m'a du fait que j'ouvre un peu trop ma gueule en fait on me met un petit peu à l'index. Mais bon, c'est comme ça, voilà, c'est tout. Mais je trouve que c'est déjà hyper important de créer. Alors il y en a pas énormément, il y en a une dizaine, une quinzaine, et je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir tu vois, à ce qu'on fait à l'heure actuelle. Alors c'est en train de se mettre en place, hein, tu vois. Mais il y a vraiment des choses qui sont catastrophiques dans le métier, quoi. Voilà. Et donc, si les abeilles, dues au réchauffement climatique et à certaines pratiques par les hommes, si les abeilles du jour au lendemain disparaissaient, admettons demain il n'y a plus d'abeilles dans le monde, qu'est-ce que ça ferait ? Qu'est-ce que ça ferait ? Ça voudrait dire qu'en fait, on aurait beaucoup moins de légumes, de fruits, puisque en fait la pollinisation est très importante. Moi, je conseille l'écoute d'une petite interview qui a été faite par je crois que je me rappelle plus en fait. C'est le Green Letter Club. D'accord. Green Letter Club, enfin c'est quelque chose dans ce goût-là. Et donc ils ont interviewé Julie Pêcheur qui était dans le plaidoyer de Polynice. Donc Polynice en fait est une association qui lutte contre les pesticides notamment et qui avait regroupé il y a quelques années plus d'1 million de signatures. Oui. Donc c'est pas rien. Donc ils se battent contre les pesticides et ils ont d'ailleurs créé en fait, c'est dans mes souvenirs, je crois que c'est grâce à eux que en fait la FEDCAN, la Fédération des conservatoires de l'abeille noire, a été créée en France. D'accord. Voilà. Donc c'est une association majeure qui est et donc ils ont interviewé donc Julie Pêcheur et cette interview elle est vraiment très intéressante. Voilà. Vous l'avez sur YouTube. Hein, on les salue d'ailleurs. Voilà, vous tapez Julie Pêcheur sur YouTube et en fait vous allez tomber sur le plaidoyer de Polynice. Voilà. Et donc voilà, si l'abeille disparaît, mais en fait l'abeille disparaît parce que on fait beaucoup de... Enfin, il n'y a pas que les professionnels donc il y a les agriculteurs qui font des conneries. Ça, en fait, je ne suis pas le seul à le dire. En fait, tous les médias en parlent. Les agriculteurs, les apiculteurs, on n'en parle pas trop. Hein, on dit que c'est la faute des agriculteurs, c'est la faute des chimistes, c'est la faute des lobbies. Mais les agriculteurs... Ok, mais il y a les apiculteurs. Les apiculteurs font pas mal de conneries. Mais le consommateur également. Le consommateur, si tu veux, en fait, on voit pas ce qui se passe. Mais grosso modo, depuis un siècle, en fait, il y a un siècle, on n'était que 1,5 milliard d'individus sur Terre. Et on est passé à 8 milliards d'individus sur Terre. Donc ça veut dire que la population mondiale est passé à multiplier par 7, voire par 8. D'accord ?
Et donc les gens se sont surtout concentrés dans les villes. Et en fait, cette concentration dans les villes a amené en fait une augmentation de la surface bétonnée. Donc une régression des zones naturelles. Donc c'est les villes qui ont grossi, mais également tous les réseaux interurbains. Donc autoroutiers, autoroutiers, ferroviaires, aéroportés, etc. Donc ces zones naturelles ont régressé et en fait, cette humanité, il faut la nourrir. Donc avec quoi elle est nourrie ? Avec des cultures qui sont faites aux abords des villes. Donc c'est beaucoup d'oléagineux, ok, mais énormément de céréales. Ok. Et en fait, les céréales, ça fait partie de notre culture. Alors, culture, dans le sens... en fait, on consomme des céréales, pourquoi ? Pour manger du pain, pour manger des viennoiseries, des pâtisseries, pour faire des pâtes alimentaires. Oui, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à énormément de choses. Également, indirectement, pour produire pour nourrir les animaux, donc pour produire du lait, de la viande, des œufs. Donc les céréales, la culture céréalière en Europe prennent une place très 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 importante sur le territoire. C'est vraiment la culture qui est la plus importante. Après, il y a la culture viticole. Qui est présente depuis l'Antiquité, en fait, la plus haute Antiquité. Donc on utilise donc des cultures viticoles très, très importantes également. Et puis tu as une troisième monoculture qui est la sylviculture pour la fabrication de bois. Donc la forêt des Landes, par exemple, c'est 1 million d'hectares. Il y a les Vosges, etc. Donc c'est beaucoup de résineux. C'est principalement du résineux. Et en fait, quand on regarde ces 3 monocultures, eh bien, ce sont des cultures pollinisées par le vent et non par les insectes. Ok. Ce sont des plantes... tu vois, j'ai perdu le mot. Je ne le retrouverai pas, ce mot. Bon. Et donc, en fait, ça veut dire que on a, par nos modes de consommation, on a fait régresser les zones naturelles potentiellement nectarifères et pollinifères. Par les abeilles. On a réduit ce territoire à peau de chagrin. Donc c'est vraiment de par nos consommations qu'on participe au déclin des insectes pollinisateurs. Alors il y a eu des plans qui ont été mis en place. Parce qu'il y a eu des études en Allemagne il y a quelques années sur des zones naturelles où en fait ils s'apercevaient que 80% des insectes volants, c'est pas pollinisateur là, mais c'est 80% des insectes volants avaient disparu de ces zones. Ah oui. Donc c'est énorme. Ouais. 80%, c'est, tu vois, on parle aujourd'hui de la 6e extinction de masse, quoi. Donc c'est quand même catastrophique. Et là, en fait, pour les pollinisateurs, il y a Ségolène Royal qui avait lancé un plan pollinisateur qui a été reconduit en 2021. Mais c'est 70 pages de mesures où on parle quasiment que d'apiculture. Or, dans la présentation de ce plan pollinisateur, on s'aperçoit que l'abeille ne représente l'abeille, entre guillemets, domestique, celle que l'on utilise pour produire du miel, ne représente que 15% de l'ensemble des pollinisateurs. En fait, en France, tu as 20 000 espèces d'abeilles dans le monde, tu en as 1000 en France, et sur ces 1000 espèces d'abeilles, tu en as une que l'on exploite. D'accord. Apis mellifera, mellifera. Tu as d'autres, enfin, il y en a une, il y en a plusieurs. Il y a le bourdon bombus, par exemple, qui est utilisé pour la pollinisation également. Mais tu as énormément d'abeilles solitaires, l'abeille charpentière ou d'autres, qui sont impactées par nos pratiques, etc. Et donc l'abeille domestique ne représente que 15% de l'ensemble des pollinisateurs. Donc en fait, aujourd'hui, dans ce plan pour le pollinisateur, c'est 70 pages de mesures qui sont liées à l'apiculture. Et dans ces pages, on peut lire à chaque fois qu'il y a l'utilisation on privilégie l'utilisation de médicaments, d'élevage, donc d'hybrides, de la Buckfast,
et que, en fait, il y a tout un tas de choses qui sont vraiment qui vont à l'encontre de la raison. Ouais. Tu vois, en plus, ce plan pollinisateur, il a été lancé en pleine période de vacances, tu vois. Et tu peux lire au centre que, tu peux lire dans les premières pages que, en fait, le but, c'est de sensibiliser le maximum de personnes. Et c'est lancé en plein mois de juillet, tu vois, la consultation publique est lancée et sur les 70 000 apiculteurs, tu as aucun apiculteur qui a été informé, quoi. Enfin, ah oui, okay. Les seuls, c'était quelques entomologistes qui étaient vraiment au courant, donc, tu vois, et qui ont lancé ça à droite à gauche, tu vois, tant comme ils ont pu, tu vois, mais enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, tu vois. C'est en fait, soit on se donne vraiment les moyens de pouvoir intervenir et on met sur la table tout ce qui est vraiment important et qu'on ne regarde pas que le côté économique, tu vois, parce qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas se le cacher, c'est le côté économique, tu vois. C'est comme pour une thérapie, c'est en fait produire, commercialiser. On appelle ça la consommation. On appelle ça la croissance, tu vois. Donc, aujourd'hui, plus tu produis, plus tu consommes, plus tu as de la croissance. Oui, ça ne va pas dans un but de protéger l'espèce. Non, rien. Enfin, après ça, c'est ma vérité. Ouais. Tu vois, je peux me tromper. Et puis je suis pas dans la politique, je suis pas dans l'économie. Non, tu donnes ton point de vue. Mais c'est juste un point de vue. C'est juste un point de vue, tu vois, qui dit que bon, voilà, il y a peut-être beaucoup de choses à revoir, quoi. Ouais. Voilà. Et donc pour revenir sur l'économie... Sur l'économie je suis pas très fort là-dedans. Justement. Ouais. Quand tu produis un pot de miel, ouais. Est-ce que tu sais, toi, en plus tu as une apiculture atypique du coup, parce que tu es l'un des seuls à faire ça, ou en tout cas il y a très peu d'apiculteurs qui font. Est-ce que tu sais combien te coûte pour produire un pot de miel ? Ah oui, je sais combien ça me coûte et je sais combien je le vends aussi. Je suis un des miels les plus chers de France. J'ai très peu de récoltes. Je crois que j'avoisine une cinquantaine, entre 50 et 100 kilos de miel par an, tu vois. Donc c'est dérisoire, quoi. Ouais. J'étais en Touraine, je produisais 3 tonnes et j'étais déjà un très mauvais producteur. Ah ouais, 3 tonnes et très mauvais, d'accord. Très mauvais, ouais. C'est-à-dire qu'avec 200 ruches, en fait, on pouvait produire 10-15 tonnes. Moi, j'étais à 3 tonnes. Donc et à 3 tonnes, tu vis confortablement ça faisait 3 tonnes, ça faisait 15 kilos... Attends, je ne me rappelle plus. 15 kilos de miel de production, je crois, par ruche. Quelque chose comme ça, en fait. Et je vivais très, très mal. Ouais. J'ai toujours vécu très mal. Ah, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui veulent beaucoup produire. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le nerf de la guerre, c'est la production. Ouais. En fait, on se pose pas de questions sur... en fait, ce qu'on regarde, c'est le portefeuille. C'est en fait le confort, est-ce qu'on a des emprunts, est-ce que, tu vois, comment on va nourrir nos enfants, etc. C'est ça qui privilégie, en fait, le travail en France. Alors ça n'a rien à voir, mais il y a un documentaire que j'aime bien qui est de Pierre Carle, qui est Attention, danger, travail. Bon, il faut regarder, c'est assez intéressant. D'accord. Mais bon, il y a un gros problème en France. Tu vois, on se pose pas la question de la réelle question de qu'est-ce qu'un produit alimentaire. C'est quoi un produit alimentaire ? Depuis la Renaissance. Et tu vois, où on a commencé à disséquer les corps pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je pense aux planches de Léonard de Vinci, etc. Tu vois, pour regarder l'anatomie humaine, etc. Ce qui a donné naissance après, plus tard, à la médecine, en fait. Et on te dit que tout est glucides, lipides, protides, sels minéraux, oligo-éléments, vitamines, etc. Bon, très bien. Mais ça, c'est de la matière. Mais tout n'est pas que matière. Moi, quand, par exemple, je vais faire mes courses, que je passe devant un étalage de fruits et légumes, eh bien, la première chose qui me frappe, c'est pas les glucides, les lipides, les protides, oui. Tu vois,
ce qui me frappe, la première chose qui me frappe, c'est les formes et les couleurs des différents légumes, des différents fruits. Or, c'est quoi en fait une couleur ? Une couleur, c'est une onde lumineuse. Une onde lumineuse, alors si tu prends une tomate, eh bien l'onde lumineuse rouge frappe la matière, frappe la peau de la tomate, et elle rebondit sur la matière, c'est-à-dire elle ne rentre pas dans la matière, elle rebondit sur la matière et elle vient toucher ta rétine, c'est pour ça que tu perçois la tomate rouge. Mais donc l'onde lumineuse rouge ne rentre pas dans la matière. En revanche, le bleu et le jaune pénètrent la matière et fait vibrer la matière. Donc, quand tu manges une tomate, tu manges pas de rouge, mais tu manges en même temps, tu incorpores la matière, tu incorpores des ondes lumineuses, le bleu, le jaune pour la tomate, tu vois. Et donc, ces ondes lumineuses, c'est quoi exactement, particulièrement ? Une onde lumineuse, c'est une onde électromagnétique. Alors, quand tu consommes un produit, ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit, en fait, il va cheminer dans ton corps. Il va aller jusqu'à l'ensemble de tes cellules. Donc, alors, tu vas mâcher l'aliment, c'est un petit peu technique, mais on va le garder quand même. Tu vas mâcher les aliments, donc tu vas commencer à les broyer, tu vois, et puis ta salive va continuer à décomposer les aliments, et puis tu vas déglutir, et puis en même temps, en fait, ça va rentrer dans ton estomac, les sucs gastriques vont continuer à décomposer la matière, et à un moment donné, les aliments sont si petits qu'on appelle ça donc des nutriments, qu'ils peuvent passer la paroi intestinale. Donc tu passes de l'extérieur du corps, parce que le tube digestif c'est encore l'extérieur du corps, à l'intérieur du corps. C'est-à-dire tu passes la paroi intestinale et tu rentres dans le corps. Et donc là, le sang va prendre l'ensemble des nutriments et va amener ça à l'ensemble de nos cellules. Donc nous sommes composés d'à peu près 100 milliards de cellules, pratiquement autant que les étoiles dans la galaxie, dans notre galaxie, la Voie lactée. Donc, les cellules, en fait, vont se multiplier. Alors, en fait, il y a une sorte de division cellulaire chaque jour, au niveau somatique. Tu as 2 cellules qui vont naître à partir d'une cellule mère. Donc, tu as la cellule mère qui va se diviser et qui va donner naissance à 2 cellules filles. Mais ces cellules filles ont même poids, même taille et même volume par rapport à la cellule mère. Ce qui veut dire que dans le processus, peu importe si c'est avant ou après, on s'en fiche. Ça veut dire que la cellule mère a doublé de volume avant de se séparer ou après. Tu vois, enfin, pas après, non. En fait, elle a doublé de volume et elle se sépare. Ce qui veut dire que, eh bien, tu as la cellule mère qui consomme son poids en eau et en nutriments. Et en fait, quand il y a cette division, en fait, cette multiplication, parce que s'il y avait division, ça finirait par disparaître au final, cette multiplication, eh bien, tu as 2 cellules filles qui ont même poids, même taille et même volume par rapport à la cellule mère. Mais dans ce processus de division, c'est tout qui se divise. C'est la membrane cytoplasmique, c'est le cytoplasme, qui est le métabolisme de la cellule, les organites, qui sont les organes de la cellule, le noyau cellulaire et les molécules d'ADN, qui sont en fait la mémoire cellulaire de chaque cellule. Et en fait, dans cette molécule d'ADN, alors ça c'est des cours de lycée, etc. Mais tu as 4 molécules de base qui sont l'adenine, la thymine, la cytosine et la guanine, je simplifie, qui s'attirent par paire avec des réactions électromagnétiques. C'est-à-dire que quand tu consommes un aliment, on disait qu'on consomme de la matière, lipides, glucides, lipides, protides, sels minéraux, etc. Mais tu consommes également des ondes lumineuses, donc des ondes électromagnétiques. Alors moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, et j'ai pas la vérité ou j'ai pas la connaissance pour affirmer ce que je suis en train de théoriser, mais en fait les ondes électromagnétiques que l'on ingère peuvent peut-être avoir une incidence sur
le dynamisme des mutations au sein du génome. Tu vois, donc en fait, tout n'est pas que matière. Et tout à l'heure, je parlais de trauma sur la colonie. Quand tu fais une opération sur une colonie, tu vas créer des traumas. Eh bien, quand tu consommes un aliment, c'est toujours soit une partie, soit un organisme. Une partie d'organisme ou un organisme. Quand tu manges un légume, c'est une partie d'un organisme. Quand tu consommes, de la viande, c'est une partie d'un organisme. Donc c'est souvent, ou si tu manges une huître, c'est un organisme. Donc tu vas manger soit une partie d'un organisme, soit un organisme. Mais en fait, s'il y a des traumas, si en fait la personne a créé des traumas par des opérations apicoles sur la colonie d'abeilles, mais sur un autre organisme, dans le stress dans les abattoirs, par exemple, je repense à L214, l'association, ou tout un tas de choses, tout un tas d'impacts que font les éleveurs ou producteurs en fait de semences ou autres, parce que en fait un légume c'est aussi un être vivant. Eh bien, il va y avoir des traumas qui sont créés sur les organismes, et quand un être a des traumas, on ingère également les traumas. D'accord. Et ces traumas vont se retrouver dans notre ADN. Et du coup, le rapport avec l'abeille, c'est que le trauma de l'abeille peut se retrouver dans notre ADN. Ok. Parce qu'en fait, quand je te disais que deux cellules se séparent, et que en fait, il y a la division de tout, la membrane cytoplasmique, tu as les organites, le noyau cellulaire, la molécule d'ADN, ok. Mais où est-ce qu'elle va chercher la matière pour se constituer, cette molécule d'ADN ? Dans les nutriments qui baignent dans le cytoplasme. C'est-à-dire que tout ce que tu consommes finit dans le patrimoine génétique, sous une forme ou sous une autre. Alors pas que, il y a de l'énergie, l'ATP, etc. Mais il y a une partie qui finit dans ton ADN. Okay. Et qui possiblement, je ne peux pas affirmer, mais possiblement peut induire en fait certaines mutations au sein du génome. Voilà. Ok, non, c'était très intéressant en tout cas, ce cours un peu de biologie. Je ne sais pas si c'est un cours, mais voilà. Et du coup, pour revenir à la question mère, oui. Combien te coûte le pot de miel? En miel. fait, je l'évitais cette question, mais ça me coûte très cher. En fait, rien que le pot, il me coûte. Le pot me coûte 4 €. Alors, ce sont des pots recyclés, 4 € et quelques. Okay. Donc, parce que le verre, depuis quelques années, le verre et les métaux lourds ont augmenté. Les métaux lourds. Les métaux ont augmenté. Le prix, ça a pris plusieurs fois 30% d'augmentation. Et la fabrication du miel, en fait, en heures de travail, ça me coûte plus très cher aujourd'hui, parce qu'en fait, déjà mon matériel est amorti, et puis mon temps de travail est très peu. Enfin, je passe très peu de temps sur les colonies d'abeilles. Ouais, donc ça se compte du coup le pot, c'est surtout la matière première. Et après, en fait, il faut que j'arrive à vivre durant toute l'année. Donc il y a tout un tas il y a les charges de structure qui rentrent en ligne de compte. Tu as, en fait, c'est comme n'importe quel produit, pour le vin, pour tout. En fait, tu as les charges de structure qui sont importantes. Donc plus tu as de charges, plus ton coût de revient est élevé, quoi. Et ça ne dit pas combien. Mais en fait, aux alentours à peu près, si tu as une tranche, même si tu veux pas. Une idée. En fait, ce que je peux dire, c'est que je vends le miel aujourd'hui en dessous de ce que je devrais le vendre. D'accord. C'est-à-dire, je suis en perte je suis en déficit à chaque fois. En fait, je vends le miel à l'heure actuelle, je suis à 15 € le pot de miel de 200 grammes. Donc tu vois, c'est assez élevé. Au kilo, ça fait dans les 60... moi, tu vois, tu me parles des questions économiques, c'est pas ce qui me... Ouais, ça m'intéresse pas trop. Alors, je suis contraint, tu vois, de vivre avec ça. C'est en fait une faiblesse que j'ai. Je n'arrive pas
à gagner ma vie et ça ne m'intéresse pas. En fait, je suis plutôt à me questionner sur plein de choses, à observer, à analyser, à écrire. Tu vois, je passe mon temps à essayer de gagner du temps pour pouvoir comprendre en fait ce qui se passe dans ce monde. Bon, ou autour de moi, enfin. Mais alors tu me diras, l'économie, la politique, c'est important aussi. Oui, il n'y a pas que ça. Mais en fait, moi, c'est pas des sujets qui me passionnent. Et voilà. Et en fait, savoir combien me coûte un pot de miel ou combien je le vends, c'est pas ce qui m'intéresse dans la vie, quoi. Voilà. Ok. Justement, tu m'as un peu devancé. J'allais poser la question, du coup, dans 20 ans. Dans 20 ans. Ouais. Ou même dans 10 ans, si tu préfères. Ouais. Comment vois-tu déjà ton métier évoluer actuellement ? Est-ce que tu préfères plus le transmettre plutôt que de produire du miel ? Comment tu te vois en fait ? Alors comment je me vois ? En fait là j'en ai vraiment marre de produire. Vendre du miel, ça me... tu viens de me poser 2 questions là qui sont vraiment... qui me titillent vraiment. Mais je me vois plus du tout apiculteur. En fait, c'est quelque chose qui me passionne pas du tout. Produire du miel, je trouve ça complètement stupide. Voilà. Okay. Comprendre ce qu'est un produit alimentaire, comprendre quel impact ce que moi j'ai produit, ce que j'ai transmis à travers, tu vois, je suis comme un vecteur, quoi. Je prélève quelque chose, j'essaye de prélever comme un message que je voudrais transmettre, tu vois, à un corps. Et parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu consommes quelque chose, toi, tu as la possibilité de pouvoir poser des questions. D'ailleurs, tu le fais très bien. Mais un enfant n'a pas cette possibilité. Un embryon non plus. Une personne âgée ou une personne malade non plus. Elle a d'autres préoccupations. Il y a des gens qui ont plus leur esprit. Et donc, eh bien, en fait, ils ne peuvent pas poser ces questions. Tu vois ? Et donc, en fait, moi, mon travail a été, durant toutes ces années, d'essayer de comprendre ce que je faisais, d'essayer d'être conscient de la responsabilité que j'avais envers les gens, parce que j'ai produit du miel pour moi. En fait, tant que tu produis du miel pour toi, tu t'en fous. En fait, que les autres, tu vois, ça me regarde, ce que je fais pour moi dans mon corps. D'ailleurs, tu vois, quand il y a eu la période du Covid, ça a été un petit peu difficile parce qu'on t'a imposé certaines choses, quoi. Bon. Donc, quand tu produis pour toi, ça va. Quand tu commences à produire pour tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, c'est un peu différent. Tu as une responsabilité qui est un peu plus importante. Mais ça reste dans la famille. Après, tu as tes amis. Ta responsabilité est encore un peu plus importante. Et quand tu commences à t'occuper du public, eh ben, en fait, tu vas commencer à te questionner vraiment sur ce que tu es en train de faire. Alors, il y a des normes, hein, on t'impose des normes et qui sont de plus en plus drastiques en France. Hein. Donc, c'est bien, si tu veux, mais aujourd'hui, on voit que ces normes. Ok. Et en fait, on occulte beaucoup de choses. C'est-à-dire que si c'est marqué, si on t'impose une loi sur ci, sur ça, en fait, tu dois appliquer ces lois. Moi, si je devais appliquer les lois, j'aurais dû nourrir mes abeilles et j'aurais dû les traiter. Oui. Donc, les stresser. Et les stresser, ça veut dire que, en fait, inconsciemment, j'aurais induit du stress dans les organismes qui reçoivent mon produit. Et du stress dans les organismes avec lesquels je travaille. Tu vois ? Et du stress que moi, j'aurais eu à devoir faire ça. Donc, au final, tu vois, il y a des normes, mais il faut savoir aussi sortir. Il y a des lois, il faut savoir aussi en sortir. Il faut questionner, tu vois. C'est comme une personne qui va t'arrêter demain parce que tu roules à 56 km/h à la place de 55. Tu vois, à un moment donné, il faut arrêter d'être stupide. Tu vois, ok, il y a des lois, c'est 50 km/h, tu as plus ou moins droit à 5 km, mais si tu as 1 km de plus, en fait, on te verbalise. Il
y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Tu vois, c'est pareil, en fait, tu passes un feu rouge, une personne qui gagne 200 000 euros par mois, tu vois, elle s'en fout, elle va faire un stage et puis elle va payer 3 000 balles et puis hop, en fait, elle va avoir ses 12 points et puis terminé, tu vois. Mais le mec qui gagne comme moi 350 euros par mois, tu vois, et qui a 90 euros d'amende, il fait comment pour bouffer, tu vois? Donc il faut arrêter un peu d'être stupide, tu vois. Il y a des normes, ok, qui doivent être des bases de travail. Mais il faut arrêter d'imposer. En France aujourd'hui, en fait, on veut plus de petits agriculteurs. On veut plus de petits exploitants. On veut plus on veut qu'il y ait que des gros, tu vois. Et donc il y a des normes qui sont de plus en plus imposées, tu vois. Mais qui filtrent un peu, du coup. Et qui, en fait, détruisent le monde agricole. Déjà, le monde agricole en souffre. Et tous les petits agriculteurs se retrouvent à devoir avoir appliquer des normes, à devoir... moi, je me rappelle, il y a quelques temps, la comptabilité, ça me prenait un temps, mais l'administratif me prenait un temps. Pour te dire, rien que les papiers de la mutualité sociale agricole, j'avais ça de facture. Je multipliais ça par 5 par an pour la MSA, quoi. Enfin, c'était complètement délirant, quoi. Tu passes ton temps dans les paperasses. C'est complètement fou, tu vois. Donc, voilà. Donc c'est ça que tu aimerais transmettre aujourd'hui. Donc, il faut arrêter ce système. Et moi, j'ai plus envie d'être apiculteur. C'est terminé. Okay. Et puis, en fait, ça prend une direction vraiment trop... Enfin, ça va plus. En fait, on détruit la vie, on détruit le vivant, et j'ai plus envie de ça, quoi. En revanche, j'ai envie de transmettre. Tu vois, j'ai envie de transmettre. Et si demain, en fait, j'avais des conseils à donner, c'est dire que il faudrait peut-être arrêter de se concentrer sur les problèmes, parce que je sais plus si j'en avais parlé déjà, mais en fait, aujourd'hui, si tu écoutes n'importe quel média, tu regardes un documentaire, tu écoutes une conférence, une interview ou autre, en fait, toute la journée, on te rabâche une formule qui est « le problème, c'est que ». Toute la journée. Tu vas regarder un film, il y a 15 ans ou 20 ans, tu regardes un film d'aujourd'hui, tu regardes une vidéo, tu regardes... je sais pas, t'allumes la radio, enfin peu importe, à chaque fois c'est le problème, c'est que toute la journée on te met dans des problèmes. T'allumes les informations, c'est des problèmes sans arrêt. C'est pas forcément que la formule là, tu vois, le problème c'est que, on te parle du problème c'est que, mais toute la journée on te parle de problèmes. Et plus tu es dans des problèmes, plus tu stresses. Plus tu stresses d'ailleurs, tu vois, en fait, à la fin de la conversation, je suis plutôt stressé. Mais plus tu es dans le stress, donc je ne sais pas si c'est voulu, si tu vois, ou si c'est pas voulu, mais en tout cas, c'est une tendance. On est dans le stress, et en fait, dans le stress, pour compenser le stress, tu vas consommer. Et tu vas surconsommer même. Donc ça peut être au niveau alimentaire, ça peut être des achats impulsifs de vêtements, de ci, de là, enfin sur Internet, dans les magasins, etc. Et donc ça pousse les gens à consommer, et donc à être dans la croissance, tu vois. Donc plus tu stresses les gens, plus ils vont consommer, du coup. Plus ils vont consommer, plus ils consomment, plus on produit, et plus en fait on augmente la croissance, tu vois. Donc je pense qu'il faut revoir un petit peu cette notion de croissance qui est brandie là aujourd'hui, encore aujourd'hui. En fait, on voit que les ressources en fait commencent à être les ressources énergétiques notamment commencent à diminuer de façon importante, et on va pas pouvoir tenir longtemps comme ça, quoi. Donc voilà. Donc j'aimerais transmettre aujourd'hui et dire à des gens que en fait il faut peut-être plus
faire attention à ce qui se passe dans la vie, avec le vivant, et essayer de s'émerveiller. Regarder, je sais pas, une couleur, tu perçois en fait un rayon de lumière, le battement d'aile d'un papillon, une poussière qui passe dans un rayon, je sais pas, une musique, le sourire d'un enfant, le rire d'un vieillard, je sais pas, enfin peu importe, tu vois, et plutôt s'orienter sur des choses qui sont positives et essayer de laisser tomber un petit peu tous ces problèmes, parce que en fait on va à notre perte, ça c'est sûr. Voilà. Okay. Donc c'est le message que tu aimerais retranscrire aujourd'hui. Ouais. Si en fait il y a des jeunes qui s'installent, en fait, essayez de faire ce que vous aimez. Ça c'est le plus important. Voilà. Après, en fait, les choses se mettent en place ou pas. Moi, ça fait 30 ans que je fais ce que j'aime. Je suis passionné par tout ce que j'entreprends. Ça fait 30 ans que je galère financièrement, mais t'es passionné, donc c'est ce qui compte. Voilà. Et j'ai pas envie de me stresser, de choper des maladies, parce que pour devoir de l'argent à l'un ou l'autre, tu vois, c'est voilà, est-ce que pour toi on a abordé... je t'ai coupé. Ouais, est-ce que pour toi on a abordé tous les points que tu voulais aborder, ou t'as d'autres choses à dire, à transmettre? Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas. Toi, t'as d'autres questions? Moi, toutes mes questions ont été répondues. Ouais. Même l'économie, même si c'est pas ton domaine. Voilà, on a abordé ta profession, comment tu voyais les choses. Une manière aussi, je pense qu'il y a peu d'apiculteurs qui ont pris la parole et qui avaient la même idéologie que toi. C'est intéressant aussi d'avoir... Il y en a très peu, vraiment très peu, comme je te disais. Il y a un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bernard Bertrand, qui est apiculteur, mais enfin pas de métier, qui est à la base était éditeur, et qui a essayé de promouvoir le vivant et de s'attacher à ça, et il a écrit beaucoup de livres, il a créé des associations, il a monté aussi des projets filmiques, etc. Donc il a écrit un bouquin sur les ruches de biodiversité. Enfin, c'est quelqu'un qui met en relation pas mal de monde. Puis j'aime bien ce qu'il est. Voilà. Okay. Il y en a d'autres. Hein. Tu vois, sur mon site, je cite un homme qui a travaillé depuis 30 ans sur l'étude des colonies sauvages au sud de l'État de New York, il me semble, et en Sibérie. Il s'appelle Thomas Sillet, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Abeilles, études sur les colonies sauvages. Je ne me rappelle plus exactement du sous-titre, mais voilà. Et cette personne-là a vu que, par exemple, les colonies sauvages s'implantaient l'une par rapport aux autres, les unes par rapport aux autres, en fait, à 1,6 km de distance les unes des autres. Voilà. Qu'elles se mettaient souvent à 10 mètres de hauteur et qu'elles utilisaient un volume entre 15 et 20 litres à peu près, alors que nous on utilise des ruches de 53 litres dadans, tu vois. Donc en fait on surdimensionne en vue, tu vois, de les pousser à produire, tu vois. C'est des ruches qui sont utilisées surtout pour la transhumance et pour la productivité, quoi. Okay. Donc on a fait des choses qui étaient pas normales, quoi. Donc si tu laisses les abeilles naturellement produire, elles produisent très peu et pour elles, tu vois. Je te parlais tout à l'heure des ruches qui étaient vraiment très productives. Une colonie, si tu la laisses vivre
elle-même sans la pousser à produire, sans bouger les cadres, sans rien faire, sans nourrir, sans traiter, la colonie, elle va produire très peu, quoi. Elle va produire une petite masse, et puis tu auras des ruches qui vont produire un peu plus et d'autres un peu moins, comme tu as des gens qui vont amasser de la masse corporelle, qui feront 100 kilos, 120 kilos, 150 par rapport à leur histoire, tu vois, par rapport à plein de choses. Et puis tu as des gens à l'inverse qui seront très, très maigres, qui seront presque squelettiques, parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. T'as tout un panel, tu vois. Et en fait, dans les animaux, c'est pareil. Il y a des animaux qui amassent et d'autres qui n'amassent pas, quoi. Okay. Donc il faut, je pense, laisser l'équilibre en toute chose. Chaque colonie est différente. Chaque colonie a son caractère, a sa propension à regarder le monde. Voilà, c'est... Non, c'est un beau message que tu transmets aujourd'hui. Donc, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Non, mais on peut s'arrêter ici. Et puis, en tout cas, je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo et écouté le podcast sur toutes les plateformes de musique. Et puis, je te remercie encore d'être venu, d'avoir accepté, d'avoir répondu à toutes les questions, même celles où tu n'étais pas forcément à l'aise. Et puis, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'on peut... Donc, de toute façon, je mettrai ton site en description. Ok. Toi, tu es sur Saint-Aubin. Saint-Aubin-de-Médoc, ouais. Voilà. Est-ce que tu es ouvert, du coup, à certaines visites? Des gens peuvent venir ou pas? Ils peuvent venir. Je peux leur parler, parce qu'en fait, on n'a pas détaillé, mais en fait, cette structure qui a été faite avec des matériaux de récupération, donc il y a eu beaucoup de travail à ce niveau-là. En fait, le but, c'est d'être en autonomie. Ok. Donc vraiment donc je suis en autonomie au niveau énergétique, mais aussi au niveau alimentation, parce que en fait, alors je suis pas entièrement en autonomie au niveau alimentaire, mais en fait c'était important aussi d'aborder, tu vois, je l'ai oublié, mais d'aborder mon régime alimentaire. En fait, les abeilles m'ont amené à modifier mon alimentation depuis une vingtaine d'années. C'est pour ça que d'ailleurs qu'aujourd'hui on trinque avec de l'eau exceptionnellement. Exactement, voilà. Donc je suis devenu végétarien. Je consomme pas de viande, pas de poisson, mais je consomme malgré tout des œufs parce que j'ai pas l'impression de tuer une vie. C'est encore un ovule. Hein. Je consomme pas de produits laitiers, donc depuis une quinzaine d'années. Donc la viande, ça doit faire une vingtaine d'années à peu près. Je consomme pas de produits venant donc de produits non locaux, donc des produits en fait soit d'autres régions, soit d'autres pays. Donc pas de café, thé, chocolat, épices, bananes, oranges, avocats, tout ce qui n'est pas vraiment local. Tu vois, par exemple l'huile d'olive, je consomme pas d'huile d'olive parce que les olives elles sont pas produites localement. Les oranges, pareil, en fait, il y en a à Barcelone, t'en as en Corse, t'en as en Espagne, mais t'en as pas qui poussent à Bordeaux, si tu veux. Tu vois, en train justement de voir, il y a même des viticulteurs qui sont en train de voir pour... Enfin, c'est un autre débat, mais ils sont en train de voir pour arracher quelques hectares de vignes pour essayer de faire pousser des oliviers. Ah oui. Et justement, ensuite faire de l'huile d'olive. D'accord. Ils essaient. Alors après, est-ce que ça marche? Je sais pas. Je sais qu'en Touraine, sur les bords de Loire, je crois qu'autrefois, il y a eu ce test aussi qui a été fait. Mais, voilà. Et, oui, du coup, tu consommes local. Ouais, donc, je consomme local. Je consomme plus de céréales depuis 7 ans. Donc, je consomme juste une pseudo-céréale qui est une plante à fleurs. Une céréale, donc, c'est une plante pollinisée par le vent, pas par les insectes. Et donc la pseudo-céréale, c'est le sarrasin. Donc je consomme juste du sarrasin. Okay. Donc je me fais des petites galettes de sarrasin. Je consomme pas aussi de produits crus, de produits cuits que je ne peux pas consommer crus. Par exemple, la courgette, je la consomme crue. Donc je peux la consommer cuite. Mais l'aubergine, je la consomme pas crue. Donc je ne la consomme pas cuite, tu vois. Ok. Voilà. Et je bois de l'eau de pluie depuis quelques années. Donc je récupère de l'eau de pluie que je filtre.
avec des filtres Berkey, quoi, voilà, et donc et je bois l'eau de pluie, voilà, donc je suis en autonomie, et je pense que Presque total, ouais. ouais, presque totale, parce que en fait tu peux pas être en autonomie totale. J'utilise du carburant, Oui. voilà, et puis il y a tout un tas de produits aussi que j'achète, alors tu vois, par exemple, mon dentifrice, je me fais du dentifrice avec de l'argile blanche, mais bon, voilà, l'argile blanche, je ne l'ai pas sur mon terrain, mais il y en a dans la région. Donc, ouais. Non, mais c'est intéressant, vois, tu pourras montrer pour ceux qui veulent venir, en tout cas, voir les ruches, les colonies. Alors, ils peuvent venir, alors, et en même temps, tu pourras leur montrer aussi. Je peux recevoir des groupes, ce qu'il faut, c'est en fait... il faut se regrouper, Ouais. Une dizaine, une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes, ça ne me dérange pas de recevoir des groupes. Et si tu veux donner l'adresse pour ceux qui veulent venir ou c'est sur mon site sur internet, site. Okay. Mais le mieux c'est que les gens m'appellent, parce que en fait je suis pas tout le temps chez moi, je peux partir à n'importe quelle heure ou revenir à n'importe quelle heure. Donc en fait, puis c'est pas un magasin, donc c'est vraiment mon domicile, donc j'ai pas envie que les gens viennent le dimanche par exemple, quand je suis, tu vois, en train de me reposer ou un truc comme ça. Bon, je suis pas le dimanche, je travaille 7 jours sur 7 en général, mais en semaine, quoi. Mais j'ai pas envie de, tu vois, donc ça se prévoit. Okay. Donc les gens m'appellent et on prévoit un rendez-vous et dans ce cas-là, voilà, je peux leur parler d'apiculture, je peux parler d'alimentation, je peux parler d'autonomie, de construction d'une maison atypique. De transmettre ce que tu aimerais faire. Voilà. Et si on a besoin de moi également pour des interviews, des conférences, t'es ouvert à ça. Je suis ouvert à ça. Et en cours, là, pour l'instant, c'est l'écriture d'un bouquin aussi. Okay. Voilà, donc ça sortira bientôt, je pense, j'espère. Voilà. Et je te le souhaite aussi. Merci. Voilà. Bon, on a fait le tour. Ouais, je pense que là, c'est bon. Ouais. Et je te souhaite plein de réussites, merci. même dans d'autres domaines. Ouais. Et puis voilà, et puis encore merci d'avoir accepté. Et puis, merci j'invite beaucoup. les gens à venir t'appeler. De toute façon, tout est disponible sur son site, donc je le mettrai en description.